Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Ici Mac Deschamps pour le Bonnet des Patriotes. Alors ce soir, on accueille Victor Rémilly. Bonsoir Victor. Bonsoir. Donc Victor va nous parler de libéralisme et démocratie. Oui. Deux sujets qui sont intimement liés. En effet, puisque la démocratie est, disons, l'outil pour, disons, castrer le peuple, pour le dire crûment. Pendant que les gens s'affrontent dans une campagne électorale, bon, ça fait pas de mort, donc il n'y a pas de colère qui s'étend sur des centaines ou des centaines d'années, comme ça peut être le cas dans l'histoire des différents peuples. Donc la démocratie, bon, on peut dire que ça a cet avantage, mais ça a des côtés très, très pernicieux, puisque les représentants, en donnant des raisons au peuple de s'affronter avec des intermédiaires, avec des politiciens, tout ça, pendant ce temps-là, leurs décisions ne représentent absolument pas le peuple, ne vont pas dans le sens des intérêts de la population. Et la population, elle, a l'impression d'influencer le pouvoir, mais le pouvoir s'en balance complètement, ne s'en préoccupe absolument pas. Et c'est une diversion, autrement dit. C'est un spectacle. C'est un spectacle, c'est exactement ça. C'est un spectacle, c'est une diversion qui est créée pendant que le capital, lui, fait son chemin avec le libéralisme pendant ce temps-là. Et d'ailleurs, quelque chose de paradoxal un peu aujourd'hui, c'est que le libéralisme est plus ou moins une affaire qui est à la portée de la population. C'est-à-dire le libéralisme qui est généralement qui fait appel à une libre concurrence, on peut pas dire qu'il y a vraiment une libre concurrence parmi les petits commerçants. C'est-à-dire aujourd'hui, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Tout le monde agit. C'est à peu près, agit selon les mêmes critères, les mêmes bases, les mêmes... Et si on ne respecte pas les règles de l'État, parce que l'État aussi, l'État qui est élu démocratiquement, bon, si on ne respecte pas les règles de l'État, veux pas, un jour, on n'arrive pas à concurrencer son adversaire, donc c'est du capitalisme d'État. C'est à peu près ça en ce moment. Ce à quoi on a affaire. Donc la démocratie crée une diversion. Ça donne l'impression que c'est le nombre qui a le contrôle sur sa destinée. Donc s'il y a une grande partie de la population qui vote pour un candidat plutôt qu'un autre, elle est maître de sa destinée, et de là la volonté de faire des référendums d'initiative citoyenne, etc., etc. Alors qu'au final, tout ce que ça fait, ça divise. Il y a 49% de la population, ou 45%, ou enfin, il y a une partie de la population qui n'est pas satisfaite, qui n'est pas représentée, qui n'est pas... alors que généralement, les populations viennent d'un même endroit, ont à peu près intérêt à ce que ça fonctionne d'une certaine manière. Je veux dire, et puis bon, évidemment, il y a le code, il y a des lois appliquées à chaque... il y a des codes de loi pour les individus aujourd'hui, bon, code civil, tout ça, qui peuvent être utilisés justement pour régler les confrontations, les conflits entre individus, entre compagnies, etc. C'est une manière de... Le code civil, c'est adapté justement à la concurrence. C'est vraiment à la concurrence entre individus, entre compagnies. C'est à ça qui sert le code civil. C'est une adaptation à ce type de valeurs économiques, à ce type de régime de direction économique, si on veut. Et puis, les lois qui... à partir du moment qu'on utilise le Code civil, on sait très bien que le Code civil, ceux qui ont accès à une défense, c'est les gens qui ont les moyens.
Donc, à partir de ce moment-là, ceux Ouais, qui... c'est la loi du plus fort, quoi. Ouais, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus riche, de celui qui peut se procurer le meilleur avocat, ou ce genre de choses. Ou pour la compagnie, de celui qui peut se payer un lobby Ouais. pour faire passer ses produits ou faire voter des lois en faveur de ses produits. Donc, tout se tient là-dedans. Le Code civil soutient la démocratie qui soutient le libéralisme qui soutient le Code civil, la loi. Bon. Oui, il y a une forme de cohérence dans tout ça. Oui, il y a une cohérence totale dans tout ça. Et ce qui est un peu dommage, c'est que la population pense faire une bonne action en votant, par exemple. Alors que tout ce qu'elle fait, c'est légitimer un pouvoir qui n'est pas légitime, qui n'est absolument pas légitime, parce que le pouvoir, on sait bien que les campagnes électorales sont financées par des commerçants. Non, plus personne trouve que c'est grave, que c'est un problème, tout ça, parce qu'on l'a assimilé depuis très très longtemps. Mais c'est un problème, puisque normalement, le pouvoir, c'est censé être une manière d'unifier le peuple, d'unifier la population, c'est-à-dire de prendre une seule décision et non 10 décisions. C'est-à-dire si la décision n'est pas tranchée, veut plaire à tout le monde et finit par plaire à personne. Bon. Donc, finalement, la démocratie, quand elle demande l'avis de tout le monde, tout ce qu'elle fait, c'est de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui seraient censés être les dirigeants, les politiciens et tout ça, le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif au Canada, c'est la reine d'Angleterre, c'est le gouverneur général. Le pouvoir législatif, ce sont les élus, les représentants du peuple, c'est eux qui votent les lois. Et l'exécutif, c'est eux qui appliquent les lois. Bon, on sait bien que la reine d'Angleterre n'applique plus grand loi. Donc, l'exécutif, aujourd'hui, dans bien des pays occidentaux, n'a plus vraiment sa place. C'est le législatif qui est en apparence et maître à bord, mais on sait que justement parce qu'il doit plaire à chaque 4 ans à la population, il n'est pas si maître que ça. Il ne peut pas prendre de décision. Et en fait, il ne prend jamais de décision. C'est toujours mou, c'est toujours... Ouais, ce qui explique que en fait, les grandes campagnes où les politiciens font 1001 promesses, et puis qu'en finalité, soit ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont les mains liées, soit ils ne la font tout simplement pas. Tout simplement pas, ouais, tout à fait. Soit ils sont influencés par des lobbies dont on n'a aucune idée de l'existence, qui ne sont pas nécessairement officielles. Bon, elles sont officielles en général, mais... dont les orientations n'ont jamais été expliquées à la population, et donc ça ne va pas dans le sens de la démocratie. Et sont parfois même contre l'intérêt de la population. Tout à fait, ça peut arriver. Un des problèmes, de cette... donc on a nommé les deux premiers pouvoirs, exécutif, législatif, le troisième, c'est judiciaire. Donc, c'est le seul qui, aujourd'hui, a encore un certain pouvoir. Et il y a des gens qui utilisent l'expression le gouvernement des juges. C'est ça? Ça, c'est une référence à l'Ancien Testament. C'est-à-dire que c'est avant... Si je me souviens bien, le gouvernement des juges, c'est juste avant... Attends, c'est avant. Ouh. Et puis, ça fait longtemps, l'Ancien Testament. Mais c'est dans l'Ancien Testament, le gouvernement des juges. C'était des seigneurs de guerre et qui allaient imposer leurs lois sur des territoires étrangers.
Le gouvernement. Et puis, ce qui est arrivé après ça, c'est qu'il y a eu... Ah oui, c'est ça. C'est qu'après, il y a eu les rois. Il y a eu les rois pour unifier, justement, parce que là, c'était rendu trop divisé dans l'Ancien Testament. Donc, la monarchie est revenue après... enfin, pour les monarques, pour les monarchistes vont être contents. Ce qui a suivi le gouvernement des juges, ce sont les rois... c'est comme Salomon, puis... etc. Là, je cite de mémoire parce que c'est très très loin, mais les références dans les journaux des fois sont pas anodines, puis celle-là, quand on parle de gouvernement des juges, elle n'est pas anodine parce que présentement, les seuls qui ont le pouvoir, c'est vraiment qui ont vraiment un pouvoir de trancher, là, de prendre des décisions qui ont une influence dans nos vies. C'est-à-dire que les décrets, ce qu'à force de loi, ça vient des juges. On les cite pas nécessairement, c'est-à-dire ça fera pas la une du Journal de Montréal ou de la presse, ou etc. Mais c'est probablement ce qui a le plus d'influence dans nos vies. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, et ça pourrait être une question, c'est de savoir jusqu'à quel point le pouvoir judiciaire est indépendant du reste de la politique. On a entendu dernièrement avec les affaires qui avaient, rappelons un peu nous de cette femme chinoise oui. accusée par les Américains, détenue au Canada. Justin Trudeau disait le pouvoir judiciaire canadien est indépendant de la politique, alors qu'on sait tous que finalement c'est une affaire politique. Donc qu'est-ce qu'on peut en penser de ça, de cette fameuse indépendance par rapport aux politiques? Oui, ben c'est que il faut croire en l'indépendance. En fait, c'est que il y a personne de totalement indépendant, premièrement. C'est-à-dire que les gens ont leurs influences, ne sont pas totalement objectifs à 100%. L'objectivité est pure. Une genre de neutralité bienveillante, ça n'existe pas. Là. Bon. Mais dans le système canadien, il est censé avoir une indépendance entre les pouvoirs. C'est-à-dire que le pouvoir judiciaire n'est pas supposé faire affaire avec le pouvoir judiciaire et l'un avec l'autre. Donc les trois pouvoirs ne peuvent pas s'entendre entre... ça, c'est possible. Ça, c'est évidemment possible. Mais qu'il y ait des influences... on ne contrôle pas les amis que les juges ont. Là. Je pense pas qu'un jour ça arrive. Ouais. Puis si parmi les... je sais pas combien il y a de juges à la Cour suprême, il y en a une douzaine, 12, 15. En tout cas, ça resterait à voir. Franchement, c'est dommage que je ne l'ai pas préparé, celle-là. Je me suis surpris moi-même. Mais parmi les juges de la Cour suprême, si il y en a la moitié qui sont sionistes ou qui sont amis avec... qui sont influencés par la franc-maçonnerie ou... bon, ça, c'est des sociétés secrètes. Justement, où les frères ne donnent pas leur appartenance. Donc, effectivement, on pense qu'ils sont indépendants parce qu'on ne connaît pas, finalement, véritablement les réseaux auxquels ils appartiennent. Donc, au final, ce que ça fait, c'est que s'il y a une majorité des juges qui penchent d'un certain côté, c'est évident que toutes les décisions vont pencher de ce bord-là. Donc, l'indépendance judiciaire, évidemment, n'est jamais totale, absolue. Ils se font influencer de tous les bords. Puis, en tout cas, dans l'épisode, justement, dans l'affaire de ce constructeur, dont je ne me rappelle plus le nom, constructeur chinois, de toute évidence, le pouvoir judiciaire canadien était tout sauf indépendant. Mm-hmm. Oui, c'est sûr, c'est évident. C'est vraiment évident. Et ce qui moi me fait trouver le système monarchique intéressant, c'est que le monarque est
tributaire du royaume, c'est-à-dire que le monarque est le royaume. Vous voyez, je ne sais pas si... faut que Oui, le monarque et le roi. autrement dit, ils ne font qu'un. Autrement dit, si la population crève de faim, ça va retomber sur le dos du royaume. Vous voyez? Alors que si la population va bien, est en santé et vigoureuse, arrive à faire des découvertes, ça va tomber sur... c'est le monarque qui va en profiter. Donc, il y a avantage à ce que la population aille bien. Aujourd'hui, les députés, les juges, si ça va pas bien dans la population, ça leur tombera jamais. Ils vont prendre leur retraite bien payée, grassement payée. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Je veux dire, il y en a qui ont des bonnes valeurs, puis ils peuvent être... Mais c'est des valeurs individuelles. Ils sont pas obligés de respecter quoi que ce soit du pays dans lequel ils vivent. Donc, il y a une certaine... c'est ça qui fait dire, comme dans la République française, par exemple, tu as la République et la population qui sont distinctes. Ah oui. Au Canada, parfois, avec le rapatriement de la Constitution et de la manière que la Constitution a été faite, on pourrait dire qu'il y a la monarchie constitutionnelle ou la République constitutionnelle, parce que franchement, à partir du moment que l'exécutif n'a plus de pouvoir, ou très peu, ça fait penser un peu à la Troisième République. C'est tout le législatif qui prend le contrôle. C'est les débats à l'Assemblée pour arriver à un projet de loi. C'est eux qui ont le contrôle. Et puis, c'est eux qui prennent des décisions. Et donc, ça, en tout cas, c'était ça la République. La Cinquième République est un peu différente. Là, ils ont remis du pouvoir à l'exécutif. C'est De Gaulle qui l'a voulu ainsi, je pense, si je ne me trompe pas. Et ce qui fait que... c'est un peu différent, mais ça reste que le Canada, dans le pouvoir qu'il accorde au judiciaire, le soi-disant pouvoir, là, parce qu'en principe, le judiciaire a du pouvoir, c'est-à-dire le premier ministre par rapport au président américain, par exemple, a plus de pouvoir sur sa population que le président américain. Le président américain, si la Chambre des représentants, le Sénat ne sont pas d'accord, le président américain ne peut rien. Exact. La seule pouvoir qu'il a supérieur, c'est que lui, il peut envoyer, il est le chef des armées. Donc, il peut envoyer l'armée au combat, alors que le premier ministre, lui, doit demander l'accord avant d'envoyer l'armée au combat. Quoique, il y a plusieurs... par exemple, les services secrets qui étaient au Rwanda durant le génocide, qu'est-ce qu'ils faisaient, là, ce genre d'affaires-là, que... Ouais. On se demande si ça a été voté par qui. Non, ça n'a jamais été voté. Quand ils ont envoyé l'armée en 1970 pour réprimer les felkistes, les envoyer en prison, il n'y a jamais eu de consultation. Trudeau a dit « Just watch me », puis il l'a fait sans l'approbation du vote des représentants de la Chambre des communes. Donc, on peut se poser des questions, mais en principe, je dis bien, le législatif au Canada a beaucoup plus de pouvoir que l'exécutif, ce qui fait que c'est assez républicain comme façon. Oui, il y a un roi au-dessus, mais bon, le roi... Bon, c'est le roi... Ça, c'est une autre affaire intéressante, c'est que le roi est, en Angleterre est à la fois le chef politique et le chef religieux du pays. Donc, la religion anglicane. C'est pour ça que les Anglais comprennent pas notre laïcité. C'est parce que eux, le religieux et le politique fait un. C'est ça, ouais. Et ils en ont pas besoin de toute façon. Puis d'ailleurs, il y a eu un article récemment que le Bonnet des Patriotes a partagé, parce qu'il y avait la députée Fournier qui disait qu'il fallait retirer les signes religieux et là, il y avait des historiens. Il y avait un historien, Gaston Deschênes, qui disait que
que lui, il apprenait que c'était des signes religieux. Non, c'est des signes patrimoniaux qui font partie de l'histoire, qu'on le veuille ou pas. Bon, non. Un signe anglican, c'est religieux et politique. C'est-à-dire que lui, il a appliqué une grille française à des signes anglais. Ouais. Alors que normalement, c'est les Anglais qui appliquent une ligne anglaise à des signes français. Tu sais, quand on regarde un signe anglais puis un signe français, il me semble qu'un historien devrait comprendre ça. Moi, ça m'a dépassé complètement quand j'ai vu ça. Je me suis dit, maudit, c'est... En tout cas... des fois, c'est décourageant, mais bref, la politique anglaise et la politique française ont vraiment des manières de fonctionner indépendantes l'une de l'autre. Et quand on se met à mélanger les deux, ça devient très mélangeant. Donc, bon, j'ai pas mal fait le tour. Les arnaques de la démocratie, c'est qu'on n'est pas représenté, mais c'est normal. La démocratie ne sert pas... la démocratie, c'est vraiment un diviser pour mieux régner. Là, je veux dire, et pas... quand on parle de règne, présentement, on parle pas d'humains... officiel, c'est pas les personnes qu'on présente à la télévision. Les personnes présentes à la télévision sont là pour le spectacle. Ils s'en rendent peut-être pas compte. Ils le font des fois de bonne foi. Oui, parfois. Il y en a qui le font de bonne foi. Il y en a qui y croient. Oui, il y en a qui y croient. Mais c'est généralement c'est de la poudre aux yeux. Ce qui règne présentement, c'est le capital. Et puis c'est pas parce que je mentionne le capital que je suis marxien. Non, parce qu'il y en a qui prennent ça comme il faut déjà faire la différence entre marxiste et marxien. Donc, je pense qu'être marxien, c'est quand même... c'est avoir une grille de lecture économique de la chose. Le marxisme, c'est autre chose. C'est l'entendre autre chose. Mais moi, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Marx ne se voyait pas comme marxiste. Hein. Il faut le savoir. Même Francis Cousin l'a dit à plusieurs reprises. Donc, il n'y a pas de honte à être marxien. Non, mais moi, c'est pas une honte. C'est simplement que l'utilité de comprendre le capital... c'est une manière de comprendre le temporel. Bien sûr, tout à fait, ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que ça touche mon spirituel, évidemment, mais ça ne veut pas dire que mon spirituel est celui de Marx. Moi, quand je vois Francis Cousin, par exemple, sur l'explication du temporel qui fait que la matière... si Marx est si pertinent, c'est que la matière a pris le dessus sur l'homme aujourd'hui. C'est pour ça que c'est pertinent. Mais en termes... mais de là à dire que... à dire qu'il n'existe pas de surnaturel, puis tout ça, enfin... non, c'est ça. C'est de garder une critique en utilisant le capital écrit par Marx, qui est finalement la critique de la religion d'aujourd'hui, qui est le capitalisme qu'on pourrait qualifier de capitalisme sauvage. Oui, tout à fait. Puis le pire, c'est que le capitalisme ou le libéralisme, on va passer sur cette branche-là, il est pernicieux, le libéralisme, parce qu'il agit de manière un genre de bonhomme 7 heures c'est même pas un bonhomme 7 heures, non. Un bonhomme 7 heures, c'est pour effrayer les enfants. Non. C'est une... vous savez, dans les livres d'horreur, là, ça arrive par en arrière, là, ça se glisse. C'est comme un serpent que tu glisses en dessous du drap, là, puis tu le sens pas venir, puis à un moment donné, il t'étouffe. Je pense que la meilleure explication, et je souhaite à tous nos auditeurs de lire ça, c'est de lire La Société du spectacle de Debord, qui arrive à très bien expliquer ce qu'est finalement notre société marchande et dont le capital, qui agit par interaction d'images, tout ce qui est vrai est faux et tout ce qui est faux est vrai. Et ça définit un peu ce qu'est devenu la démocratie marchande. On peut prendre un seul exemple.
c'est quand nos démocraties vont sauver des gens à l'autre bout de la planète au nom des droits de l'homme et qui s'avèrent en fait qu'ils vont défendre des intérêts économiques ou des intérêts, pétroliers ou autres, quoi. Au nom des droits de l'homme. Les droits de l'homme, Bible de la société capitaliste. Et ouais, c'est ça, le libéralisme, qui vient du mot liberté, qui est une liberté économique, en somme. Libéralisme, c'est une pensée libérale, pensée libérale, donc c'est ça le libéralisme. Très compatible avec ce qu'on disait dans notre émission, la mentalité judéo-protestante. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que... Et c'est ça, exactement. Très compatible avec le... On renvoie nos auditeurs à lire Max Weber. Oui, c'est ça, l'éthique protestante. Mais c'est ça, c'est... En fait, le protestantisme facilite le libéralisme parce que tout le monde est un peu pris avec ses certitudes et fait un peu ce qu'il veut. Donc, et c'est pernicieux parce qu'au final, comme tout le monde est... il n'y a pas d'orientation collective. Donc, tout le monde devient... comment je dirais bien ça? Devient une proie facile pour le capital. C'est-à-dire devient... parce qu'en groupe, on est fort. Bon, ça, c'est une règle très simple. Quand on est tout seul, on est faible. Donc, le capital ou la matière... parce que les deux sont interreliés. Bon, là, on pourrait renvoyer au transhumanisme, mais je veux dire, on n'ira pas dans cette direction-là. Quand on est seul, on est faible. Donc, le capital a avantage à ce qu'on soit seul, et quand on est seul, on est obligé de consommer. D'où la volonté d'une destruction de la famille. Voilà. D'où le fait qu'aujourd'hui, les individus ne sont plus au service de la communauté, mais que la communauté soit au service de l'individu. Tout à fait. Et il y a le libéralisme économique et libéralisme plutôt sur le plan des mœurs. Quand on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire les libéraux, libertaires. Je jouis comme je le veux, quand je le veux, et je fais chier les autres. Quand tu fais ça, quand une personne fait ça, elle se retrouve tout seul, généralement, puis ça fait chier les autres. Mais au final, il n'y a pas d'orientation collective, donc chacun est isolé dans son petit soi-même et devient très, très... je cherche le mot depuis tout à l'heure, mais à la merci du capital. Voilà. On peut renvoyer nos lecteurs vers Michel Kouska pour tout ce qui est du libéralisme libertaire. C'est très bien expliqué. D'ailleurs, Cousin aime pas Kluskar, ça c'est... Oui, parce qu'il dit que c'est un staliniste. Enfin bref, ça c'est une autre affaire. Une question qu'on pourrait se poser en finalité pour un peu clore le débat. Il y a un autre point après. Ouais. Est-ce que le libéralisme triomphera? Ça rejoint un peu le point que j'allais finir. Donc, le libéralisme... ce que ça évite, le libéralisme, souvent, c'est le conflit direct. C'est-à-dire, le libéralisme se sert du capital, et tout ce qui passe par le capital, généralement, il n'y a pas de conflit direct. C'est-à-dire que les gens se disent, OK, plutôt que de s'affronter à main nue, ou bataille j'ai mon arme, t'as ton arme, on fait 5 pas vers l'arrière et on se retourne de bord, comme des desperados. Les combats à l'ancienne. Ouais, c'est ça, les combats à l'ancienne, ou comme Bernard Lugan qui au sabre, c'est comment qu'il disait ça, avec son sabre à dos de cheval ou de chameau, en tout cas, bref, des duels. Ça évite, le libéralisme évite ce genre de conflit à l'ancienne. Mais ça reporte le conflit toujours plus loin, puis à force de reporter le conflit, à un moment donné, ça pète d'autant plus. C'est ça le problème. C'est ça le problème du capitalisme, qui fait qu'aujourd'hui, pour pas qu'il y ait de conflit, on est obligé de mettre des antidépresseurs,
On est obligé de droguer les enfants aux antidépresseurs. Non, pas aux antidépresseurs. Quoique, oui, ça sent bien, mais c'est un peu cette fonction. la pilule pour les calmer, Oui. Je me souviens même plus du nom. Bref, le libéralisme, c'est d'une manière d'éviter le conflit. Et ça a quelque chose de pratique, et ce qui fait que il peut être vainqueur. Mais ce qui risque de le faire tomber, c'est justement que la logique productiviste du capital va le faire. C'est ça qui va le faire tomber éventuellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'on va retomber justement à se battre à l'ancienne parce que c'est que le cumul de capital, la recherche de profit, ce genre de façon de faire-là, à un moment donné, ça limite. Ouais, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui devient de plus en plus visible et incohérent dans le système du capital, c'est que finalement, on appauvrit de plus en plus les gens, puisqu'on recherche le profit maximum, mais en même temps, il faut qu'il y ait du pouvoir d'achat pour que les gens puissent acheter les produits qui sont fabriqués. Donc, si on fabrique des produits et puis qu'on ne peut plus les vendre, il y a un problème. Et parce que si les gens sont trop pauvres pour acheter des produits, ça pose un problème. Et effectivement, c'est là où effectivement, il peut y avoir un problème dans le capital, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est... Parce que la logique du plus pauvre est toujours pertinente dans le capital. Je veux dire, on le voit en Asie où on fait travailler des gens en Chine, mais à un moment donné, les Chinois coûtent trop cher. On fait travailler des Indiens, etc. Jusqu'à celui qui veut travailler pour rien du tout. Et à un moment donné, ça ne peut que s'écrouler. Ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on est combien 8 milliards sur la planète, c'est qu'à un moment donné, on va avoir écoulé le 7 milliards qui veut travailler. Tranquillement, on va l'écouler. Il n'y aura plus personne qui va vouloir travailler pour le salaire qui est offert pour faire des petits jobs minables de centre-ville, de grandes métropoles. Sans mépris pour les gens qui le font. Là. C'est pas ça. Je veux dire, moi-même, j'ai travaillé avec dans des petits jobs de même. Il n'y a personne qui veut les faire, ces jobs-là. Il n'y a vraiment personne. C'est vraiment parce que tu es mal pris que tu t'en vas dans ces jobs-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour éviter... c'est-à-dire que quand il n'y a pas assez de gens qui veulent faire la job, on remplace le travailleur par une machine en général. C'est la manière qu'on réussit à repousser les problèmes. C'est la fuite en avant. Là, mais c'est ça, à un moment donné, ça va rattraper, c'est sûr. Et c'est d'autant plus dangereux, puisque finalement, si le capital n'a plus besoin d'humains pour travailler et a besoin de machines, il faut quand même évidemment des gens pour fabriquer ces machines-là, mais il en faut quand même beaucoup moins que pour produire ce qu'ils veulent produire. Mais c'est là où ça devient très dangereux, parce qu'au bout d'un moment, si l'homme, en tant que tel, n'est plus un consommateur, parce qu'il n'a plus de pouvoir d'achat et qu'il ne fabrique plus, qu'est-ce qu'on en fait ? On le tue. C'est on l'élimine. C'est un peu à ça que les guerres du capital font, c'est d'éliminer les parasites, entre guillemets, les gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat, qui n'ont pas de carte de crédit et qui en même temps n'ont pas la capacité de fabriquer quoi que ce soit. Puis il y a de très bonnes chances que ça arrive, puisque quand on a fréquenté ce genre d'emploi-là, c'est qu'une machine, ça coûte cher. C'est-à-dire que la machine qui sert à éviter le coût de la main-d'œuvre et à continuer de produire l'objet de consommation, elle coûte tellement cher qu'à un moment donné, on crée de l'argent pour pouvoir l'acheter. Et là, il y a un grain de sable dans l'engrenage. Là, on le sent bien. Là, à un moment donné, la machine, elle va casser. Là, c'est parce que... Puis ces jobs-là, en plus, il faut dire que des fois... D'où l'intérêt, si je peux faire une petite parenthèse très rapide, d'où l'intérêt d'étendre les tentacules du capital à d'autres secteurs. La marchandisation des corps, là, on parle d'humains, une femme qui loue son ventre, etc. etc. L'intérêt du capital est aussi là. C'est qu'effectivement, on ne peut pas juste s'attendre à ce que des machines puissent produire de manière permanente,
à des faibles coûts. À un moment donné, comme tu viens de le dire, comme tu viens de le souligner, il y a quelque chose qui fait que ça s'arrête. Donc il faut étendre les tentacules du capital pour que le capital puisse survivre à travers d'autres domaines et d'autres secteurs. Oui, c'est ça en gros. Oui, tout à fait. D'où l'intérêt toujours de désacraliser ce qui est sacré pour en faire les simples objets de consommation. Puis on se demande aujourd'hui pourquoi les gens sont malades, sont dépressifs, sont tout ça. Vous regarderez les jobs qu'ils font. À quel point ils obéissent, mais ils se déshonorent à chaque fois. Bon, il y a certains qui arrivent à l'encaisser, mais encore là, c'est toujours... ils pilent sur leur orgueil. Le sacré qui... Tu sais, quand on tend vers un grand projet, puis on est motivé par ça, etc., le rêve américain en passant, parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, c'est une maison, une voiture, le chien, les enfants, dans une banlieue... Une grosse maison, une grosse voiture, un gros chien, des gros enfants, parce que s'ils sont maigres, ils vont devenir gros. Ouais. Donc, oui, c'est tout à fait ça. Dans l'exagération. Oui, exactement. Mais qui n'a pas vu que c'était un peu, pour ceux qui vivent en Amérique depuis un certain temps, que c'est illusoire, en fait. C'est-à-dire que à force de payer des factures, à un moment donné, on finit par se rendre compte que... si la vie c'est que ça, c'est que ça, payer des factures. Puis déjà de s'y rendre à ça, est-ce que ça comble quelque chose? Pour ceux qui s'y sont rendus, au final, une fois que tu es rendu là, faut que tu vises autre chose. C'est quoi? Une plus grosse maison? Un plus gros chien? Puis là, en plus, t'as la mairesse Valérie Plante qui veut interdire les gros chiens, non? Les pitbulls. Non, mais elle va empêcher le rêve américain. Non, mais je rigole, mais c'est un peu... c'est les contradictions de la société de consommation, du libéralisme. Et puis, évidemment, la chaîne ne peut que débarquer un jour. Et la démocratie peut nous leurrer sur bien des choses. Mais au final, je pense que ceux qui s'en sortiront le mieux, c'est ceux qui s'y seront préparés, sans nécessairement être un survivaliste. Parce que, je suis pas... je sais qu'il y en a présentement qui parlent qu'un gros pourcentage de la population québécoise serait conservatrice parce qu'elle essaye de conserver les valeurs libérales. Non, c'est ça. Ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. Qu'est-ce qu'on conserve? C'est-à-dire que c'est là que je pense qu'au Bonnet des Patriotes, on est dans la bonne direction. C'est qu'on tente de faire en sorte que les gens ne culpabilisent pas à s'affirmer. Je veux dire, et que il s'est fait des bonnes choses qui ne sont pas nécessairement libérales dans le passé, comme encore actuellement, quoique ça se raréfie, là. Moi, ça me fait assez rire quand on parle aujourd'hui de la cathédrale Notre-Dame, puis que il y a des gens qui blâment. Ah oui, on veut mettre des centaines de millions dans la reconstruction, ça, alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Bon, ça, je comprends la critique, mais quelque part. C'est parce qu'ils ont perdu le repère du spirituel. Ils ne voient ça qu'à travers le prisme du temporel. Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. La cathédrale devient un objet de marchandise, donc du coup, pourquoi dépenser autant d'argent pour un objet marchand? Oui, c'est ça, qui de toute façon, on mettrait une tour à bureau, ou pas une tour à bureau, mais on mettrait un Walt Disney à la place et ça ferait venir des touristes, ça ferait tourner l'économie et...
Le but, c'est d'aller chercher 13 millions de visiteurs par année. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça le but. En fait, c'est pas 13 millions d'âmes, c'est 13 millions de touristes. Pour une fois que c'est pas 6 millions. Oui, pour une fois, en effet. Bon, si c'était 6 millions, enfin, bref. Il faudra regarder les origines de ces 6 millions. Hein. Sinon, il y aurait de l'antisémitisme. C'est sûr. Anyway, mais bref, c'est un peu ça la... Il y a une très bonne critique intéressante pour ceux qui veulent un peu poursuivre le travail que Victor nous a fait ce soir. Pour ceux qui veulent le lire ou qui veulent le regarder, puisque c'est disponible dans les deux formats, il y a le document qui s'appelle « De la servitude moderne » et qui explique très bien notre système actuel de démocratie marchande. Qui est un ouvrage de quel auteur ? Je ne me rappelle plus l'auteur, j'ai un blanc de mémoire, mais on peut le trouver sur YouTube, ça s'appelle « De la servitude moderne » et ça existe en format vidéo ou en livre. Okay. Et la personne qui avait fait ça l'avait fait vraiment pour que les gens comprennent le fonctionnement, et le livre était gratuit pendant très très longtemps. Aujourd'hui il est plus disponible, mais on trouve la vidéo qui explique très très bien comment le système a servi les gens avec des illusions. Oui, tout à fait. Et je renvoie aussi à un auteur français. Okay. Pour ce qui concerne la démocratie, Paul Ariès, qui a souvent parlé de ça. Tout à l'heure, ça me revient en tête, on parlait des gens qui travaillent, qui sont un peu mis au travail, et Paul Ariès parle beaucoup de ça. Et il estime à environ 75% des gens sur la planète qui travaillent et qui ne savent pas pourquoi ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le but de leur travail, finalement. À part payer les factures, ils ne savent pas vraiment trop à quoi ça sert. Donc je renvoie aussi nos auditeurs vers le travail de Paul Ariès, et puis aller écouter ce document fantastique de la servitude moderne. Oui, et pour ne pas passer pour quelqu'un qui laisse les gens dans la dépression sans donner l'alternative aucune, j'aimerais dire que la critique radicale est un médicament quand même assez efficace à la mauvaise humeur. Et quand je parle de critique radicale, parce que le terme est souvent, je crois, utilisé à mauvais escient, radicalité, c'est retourner à l'origine des problèmes. On parle c'est-à-dire que c'est critiquer un problème à partir de l'origine, à partir du départ. Donc, c'est un des mots du vocabulaire de Francis Cousin qui apparaît très très souvent dans ses discours. Oui, probablement que j'ai repris ça de Cousin sans m'en rendre compte. Mais effectivement, et c'est aussi une façon de voir si une personne est saine d'esprit ou pas. Je crois qu'être sain d'esprit, c'est justement de remettre le système en cause, et puis d'y aller vers justement la radicalité. Pas la radicalité au sens du terrorisme, mais la radicalité intellectuelle, et pour comprendre le cheminement de notre système. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est en retournant à la radicalité qu'on comprend un peu mieux sa propre vie des fois. C'est-à-dire que pourquoi on agit ainsi, pourquoi on est... Bon, et ce qui est intéressant de Cousin, c'est que je pense que c'est sa connaissance de langue qu'on n'utilise plus beaucoup, genre le grec ou le latin, parce que des fois, moi, il y a des mots comme... c'est ça qui m'a fait comprendre le sens, c'est-à-dire que, on peut être en désaccord avec ce que Cousin affirme, mais il connaît, je pense qu'il connaît bien le sens des mots qu'il exprime, ce qui n'est pas toujours le cas de bien des gens, parce que, d'abord au Québec... qui connaît encore le latin, qui connaît encore le grec. Évidemment, puisque le latin n'est pas une langue qui sert de menu dans un restaurant pizza. Donc, c'est une langue qui est forcément désuée aux yeux du système. Parce que, ouais, c'est ça. Ce sera ma conclusion, vraiment conclusion. On va terminer avec ça. Et d'ailleurs, pour faire un petit parallèle, avant que tu fasses ta conclusion, un petit parallèle, ouais. Paul Ariès parle souvent dans ses discours de l'étymologie du mot travail. Okay. Ça va peut-être intéresser nos auditeurs. C'est tripalium, l'objet de torture.
OK. qui est très représentatif de notre système démocratique. Oui, Retenez bien ça. tout à fait. Travail, tripalium. Donc, pour ce qui est de la langue française, c'est vraiment la langue française est tirée du latin, un peu moins du grec, mais beaucoup du latin. Et puis, le latin était la langue de la diplomatie par le passé. Et pourquoi ça a été remplacé par le français? C'est parce que le français, parmi les langues latines, espagnol, italien, tout ça, était la langue la plus précise. Donc, avec le français, on peut exprimer plus d'informations. Et dans la diplomatie, bien, la précision du langage est très importante. Ça va de soi. Hein? Parce que ça peut décider d'une guerre ou pas. Donc, le traité de Paris, conquête des Anglais, du territoire de la Nouvelle-France par les Anglais, a été écrit en français. Je veux dire à quel point c'est quand même incroyable. C'est les Français les Anglais qui méprisent le français. Hein? Et donc, ça a été jusqu'en 1917 le français, la langue de la diplomatie. Ensuite, c'est l'anglais qui a pris le dessus. Aujourd'hui, on est rendu à Trump en combien de caractères sur Twitter? C'est la diplomatie d'aujourd'hui. Ça a baissé un peu de niveau, mais c'est pas la faute de Trump. Je précise aussi que les Clinton méprisaient les Français. Bill Clinton était président lors du génocide rwandais, qui était une opération américaine pour déloger les Français du Rwanda. Bref. Ouais. À voir avec le travail de Patrick Mbeko. Oui, exactement. Et puis même Bernard Lugan aujourd'hui l'admet. Bernard Lugan l'admet aujourd'hui, quoique ça n'a pas toujours été le cas, mais il s'est repris depuis. Et donc, parce que je pense que Bernard Lugan travaille avec les Anglais, donc il a tourné le dos aux républicains français. Je pense que c'est ce qui explique un peu qu'il ne peut pas s'exprimer avec autant de virilité sur les questions qui touchent l'Amérique. Et donc en conclusion... ce que j'allais dire sur la langue française, c'est que la langue française tire ses racines sont latines et à partir des années 60, le latin est devenu désuet, autant parce qu'on n'avait plus besoin de le savoir pour aller à la messe, et parce que dans les études classiques ont été mis de côté. Donc, il y a encore des profs de latin, il doit y en avoir un par université. Et encore? Oui, encore. Là. En tout cas, ça existe. Là. Mais le latin est laissé de côté. Et contrairement à d'autres langues qui ont des règles fixes, qui ont des règles, le français, souvent, il faut regarder l'étymologie des mots pour comprendre la langue. Il faut regarder, par exemple, une règle facile, le genre des mots. C'est un avion. C'est avec l'étymologie des mots, des fois, qu'on arrive à dire, OK, c'est quel genre? Ça, c'est-à-dire que nous, en tant que Français, on le sait par habitude, parce qu'à force de l'employer, un moment donné, on finit par... Mais ceux qui essaient d'apprendre le français ont un peu de difficulté avec les genres, parce qu'il n'y a personne qui leur dit, connaissez l'étymologie de la langue française, ça va vous permettre de mieux connaître la langue française. C'est rare assez qu'on leur dit ça. Donc, c'est ça qui fait qu'on parle une langue dont on a perdu la trace des origines et qui est pourtant névralgique dans la compréhension. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme si quelqu'un connaissait la langue russe, mais sans les règles. Nous, on connaît la langue française, mais on ne connaît pas l'étymologie. On ne connaît pas les règles, autrement dit. Parce que l'étymologie, c'est la base de... Bon, je suis pas en train de dire qu'il faut ramener le latin parce que, franchement, aujourd'hui, on n'est même plus à vouloir apprendre le latin. On en est à... Est-ce qu'il faut un cours d'éducation sexuelle? Est-ce qu'il faut un cours d'éthique et culture religieuse? Est-ce qu'il faut...
etc. Donc, c'est difficile de penser au latin là, dans telles circonstances. Là. Il faudrait former une nouvelle vague d'enseignants de latin. Et de toute façon, le latin n'apportera pas grand-chose non plus à la société marchande, puisque C'est ça, exactement. la société marchande ne fonctionne de toute façon qu'avec l'anglais. Puis tu sais, il y en a qui disent que les Juifs ont réappris l'hébreu alors que l'hébreu était une langue morte depuis des centaines, voire des milliers d'années. Ça faisait très longtemps que l'hébreu n'était plus parlé, puis ils ont réussi l'élite israélite a réussi à réapprendre, mais comment dire, il y a quelque chose qui se passe là qui serait difficile que le Québécois moyen, je pense, aurait de la difficulté à s'approprier. C'est deux mondes différents. Faut voir un peu comment ça se déroule dans ces communautés-là pour rendre compte que c'est pas le même monde. Ça, c'est pas, je le dis pas pour dire du mal d'eux autant que des Québécois, c'est juste pas comparable. Bon. Lise Ravary qui essaye d'être juive, là, bon. Qu'elle essaye. Bonne chance. Parce que. En tout cas. C'est pas pour être méprisant, mais elle a du pain sur la planche, disons. Est-ce que c'est notre conclusion? Oui, ça peut être notre conclusion, effectivement. Bref, démocratie, libéralisme sont des. La démocratie est la manière et ce qui embrouille le débat. On n'arrive pas à nommer les choses. Le libéralisme est notre leitmotiv et notre leitmotiv malheureusement parce que quand on a pour seul but que le profit, on s'en va forcément dans un mur et en raison de ça, on ne peut même pas comprendre nos origines. Donc, la boucle est bouclée. Et voilà, exactement. Donc, voilà, c'est ça un peu le monde moderne. Et avec une critique radicale, on peut avoir le sourire parce que on comprend un peu mieux notre monde en retournant aux origines des problèmes. Et voilà, et ça évite de sombrer dans la dépression et d'être abonné aux médicaments. Tout à fait. Merci Victor pour cette explication très intéressante. Et donc, une prochaine fois. Et puis, je tiens encore à encourager nos lecteurs et nos auditeurs à lire il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de tout ça. On avait cité Debord, Francis Cousin. Il y a plusieurs documents qui font la critique radicale et c'est vraiment intéressant à comprendre puisque finalement, on peut le dire, c'est le danger de l'humanité, de sombrer dans un monde matérialiste. Donc, merci beaucoup, Victor. Oui. À une prochaine. Oui, et puis, si jamais vous voulez nous parler de sujets un peu intellectuels, je pense qu'on n'a jamais trop de monde pour jaser de sujets. Puis peut-être que vous allez nous changer notre façon de voir le monde. Là. On ne sait jamais. on attend que ça. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.